Allez, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce mercato est enfin terminé, il a été fatigant, clairement fatigant, beaucoup de mouvements. On va revenir un petit peu là-dessus, on va faire un petit bilan et on va se poser un petit peu la question du 11. Ce sont les deux thèmes que je vous propose aujourd'hui. Et bien sûr, après, on verra ensemble de quoi vous avez envie de parler. C'est la trêve internationale, l'OM sort d'une défaite à Lyon. Enfin, c'est un Lyon quand même moyen, on va dire. Allez, on va commencer tout de suite sur un petit peu ce bilan mercato. Aguerd a été officialisé, on le voit à l'image. Donc ça c'est une bonne nouvelle, un vrai bon défenseur qui est arrivé. Euh, Notre ami O'Reilly, Matt O'Reilly, milieu de terrain offensif, un numéro 10, a été prêté par Brighton sans option d'achat. Euh, Pavard, ça c'était la dernière recrue qu'on attendait, qui n'était pas vraiment officialisée hier soir, même si d'autres ont été officialisés ce matin, comme Aguerd d'ailleurs, et O'Reilly. Pardon, Pavard, ça a été officialisé donc aussi. Pavard, c'est un prêt payant, je crois que c'est 2,5 millions si je dis pas de bêtises, plus une option d'achat de 15 millions d'euros, mais c'est une option d'achat non obligatoire. C'est Loïc Tanzi de l'équipe qui disait ça hier soir. Donc le joueur n'est pas obligé de rester en fin de saison si ça se passe pas très bien. Et autre recrue qu'on a eu dans ce dernier jour, c'est Emerson Palmieri, qui s'est engagé lui aussi avec l'OM en provenance de West Ham. Voilà pour les dernières recrues. Ça fait quand même un total de 12 arrivées. 12 arrivées à l'OM, c'est quand même énorme pour un mercato de stabilité. On va voir un petit peu ensemble l'état de ce mercato. Moi, je trouve qu'en termes défensifs, les dernières recrues sont de bon niveau. C'est des très bonnes nouvelles. L'attaque s'est renforcée et on peut par contre avoir un peu plus de doutes sur l'aspect défensif. Car on a perdu Rabiot, Benasser n'est pas resté non plus, et Rongier est parti, et à la place, tu as pris des joueurs avec du talent, effectivement, des joueurs plus jeunes, mais avec moins de repères au niveau. Donc c'est peut-être là où on a un peu plus d'incertitude. Euh, on va commencer par les départs, parce que la liste est longue, la liste des départs, il y en a beaucoup. Donc Luis Enrique a été bien vendu à l'Inter pour 23 millions d'euros. Jonathan Rowe lui a été vendu à Bologne pour 17 millions d'euros. Et Quentin Merlin a été vendu au Stade Rennais pour 13 millions d'euros. Ça, c'est vraiment les transferts qui ont le plus rapporté. Là, Transfermarkt parle de 9 millions d'euros pour Rabiot. Alors, a priori, Rabiot avait donc un tiers pardon, du montant du transfert, donc environ 3 millions et quelques sur ce transfert, mais il aurait renoncé à un peu plus de la moitié, donc c'était plus que 15%. Donc ça serait peut-être 8 millions et demi, 9 millions, voilà, c'est dans ces eaux-là, le transfert de Rabiot. Unai est parti pour 6 millions, mais c'est 80% du transfert, donc l'OM pourrait éventuellement récupérer de l'argent plus tard. Valentin Rongier, bonus compris, c'est évalué à 5 millions et demi. Paul Lopez à Toulouka, mais il est parti ensuite en Espagne. Ismaël Koné est prêté, mais c'est un prêt payant. Samuel Gigot, bon, là, ils mettent 500 000, mais je crois que c'était 4 millions quand même en tout. Faris Mumbagna a été prêté aussi au Cremonese avec une option d'achat. Dedic n'a pas été conservé et a priori fait un bon début de saison avec Benfica. Philippe Luis a été libéré. Mbemba a terminé son contrat et s'est engagé avec le LOSC. Simon, lui, a été libéré et s'est engagé avec Montpellier, mais l'OM garde euh, une possibilité de racheter le joueur et un pourcentage sur le joueur. Cornelius, lui, est prêté aux Glasgow Rangers et Bamo Meite est prêté à Lorient. Donc ça fait beaucoup de départs. Clairement, là-dessus, il y a quand même pas mal de second couteau. On va pas non plus se mentir. C'est vrai que ça fait beaucoup, je trouve, de joueurs, mais en fait, c'est facile. Tous les joueurs du bas, qui soient soit en prêt, soit vendus ou pour pas cher, ou libérés parce que en fin de contrat, c'est des joueurs qui n'étaient pas importants. Bon, Mbemba, c'est un cas particulier, il y a eu une embrouille, c'était un joueur très important qui a été mis de côté. Mais sinon, tous les autres joueurs, Cornelius était un remplaçant, Meite n'a jamais vraiment joué, Simon non plus, Felipe n'a pas réussi à l'OM, Dedic c'était moyen, on l'a laissé filer, Mumbagna s'est blessé, n'a pas beaucoup joué, Gigot était déjà parti la saison dernière, Koné ne s'est pas imposé, Paul Lopez ne rentrait plus dans les plans,
Euh, voilà. Par contre, à partir de Rongier, bon, Unai aussi, mais Rongier, Rabiot, Merlin, Enrique, c'était les titulaires la saison dernière. Rowe, c'était un super sub qui a pas mal joué. Donc c'est quand même des joueurs. Il y a certains joueurs qui étaient importants, mais bien sûr, le plus gros départ, c'est Rabiot. C'est le départ le plus important et peut-être c'est le départ le plus négatif. Bonjour à Ryan qui est dans le chat. Salut Ryan, j'espère que tu vas bien. Euh, on pourrait parler, j'ai vu passer avec Gaëtan qui dit Lirola, Harit, Kondogbia et Garcia, Mopé à sortir encore. Certains mercatos sont ouverts en plus. Effectivement. Alors Kondogbia, a priori, c'est pas forcément un joueur qui est dans la liste des partants, mais c'est un joueur. On en parlait hier avec Alexandre Jacquin, le directeur des sports de la Provence, et c'est vrai qu'on se disait, mais ça c'est des Herbie qu'il aime beaucoup parce que Kondogbia, il apporte pas grand chose non plus depuis qu'il est à l'OM, il est plus décevant qu'autre chose, et lui il dispose d'un salaire Ligue des Champions. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant d'avoir Kondogbia. Alors soit on le verra plus derrière, ça c'est vrai, Zach, ça c'est une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on le reverra au milieu de terrain? Peut-être, parce qu'il a peut-être un profil expérimenté qu'ont pas les autres joueurs. La question c'est ouais, pourquoi lui on n'essaye pas de le sortir? La réponse est peut-être cette histoire de salaire qui est très élevée. Mopé, il avait des touches, ça s'est pas fait avec Sassuolo. Est-ce que le joueur veut sortir? C'est une bonne question. Lirola, problème de possibilité, hein, de lui trouver une solution. Garcia, il a un peu joué, il est un peu dans la rotation. Est-ce qu'il aura encore du temps de jeu maintenant avec l'arrivée d'Emerson et le fait que Medina va revenir aussi dans 15 jours? On peut s'interroger aussi sur l'avenir de Garcia. Voilà, c'est des joueurs qui vont pas avoir beaucoup de temps de jeu, et Harit c'est pareil. Harit, pour l'interrogation, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression qu'il ait beaucoup de possibilités. Euh, voilà pour les départs. Donc c'est quand même assez relevé, beaucoup beaucoup de départs, même si je le redis, hein, il y a des joueurs importants, c'est pas la majorité. T'as vendu Luis Enrique, mais tu pourrais quand même avoir des doutes sur sa possibilité de franchir un cap. D'ailleurs, certains en Italie ont déjà un peu des doutes sur son niveau. On verra la suite. Maintenant, si on parle des arrivées. Les arrivées, il y en a 12. Et c'est pas des moindres quand même. Donc, Igor Paixão, qu'on n'a toujours pas vu, qui est blessé, ça c'est le problème. Qu'on attend beaucoup parce qu'il faut rééquilibrer cette équipe qui a tendance à pencher côté droit du côté de Greenwood, et d'avoir quelqu'un qui provoque, c'est important. L'OM a beaucoup misé, 30 millions plus des bonus qui peuvent faire monter la note à 35. Naïef Aguerd, donc ça c'est une des dernières recrues, moi je le souhaitais depuis le début, donc j'attends avec impatience de le voir évoluer, qu'il prenne ses marques. Ça, je pense que c'est un joueur qui va vraiment faire beaucoup de bien à la défense, qui va vraiment la rassurer. On va se poser ensuite la question de quel type de défense, est-ce que ça sera à 4 ou à 3. Euh, Jonathan Rowe a été vendu à, acheté. Ah oui, comment ça se fait que j'ai Raw là-dedans? Ah oui, parce que ça a été mélangé. Donc Raw avait été acheté 14 millions et demi, mais a été revendu 17. Et c'est comme Højbjerg et Mopé, ça c'est pour les bilans comptables. Donc ça, ils ont été achetés parce qu'ils étaient prêtés. Ensuite, l'OM s'est fait prêter Vermeuren, donc le jeune joueur de Leipzig, avec un prêt avec option d'achat. Pavard, donc je le répète, Pavard c'est un prêt avec option d'achat non obligatoire selon l'équipe, donc on verra ce que ça donne. Medina, euh, O'Reilly, donc lui c'est un prêt sec sans option d'achat. À voir ce que ça peut donner. Ça peut faire un peu peur parce que si le joueur arrive à refaire la saison qu'il avait fait au Celtic à l'OM, euh, c'est vraiment Brighton qui va y gagner dans l'affaire. Ce sera pas l'OM puisque sans option d'achat. Timothy Weah, pas mal de doutes sur ce joueur. Je trouve que ça fait cher parce que je crois que l'option d'achat c'est 17 millions d'euros. Ça fait cher pour un joueur qui peut jouer à beaucoup de postes mais sans être forcément transcendantal. On va lui laisser encore du temps, mais sur le début qu'on a vu et sur sa carrière, c'est peut-être le transfert le plus risqué, je trouve, en termes d'investissement. Emerson, donc qui va amener son expérience dans le couloir à gauche. Les deux Anglais gratos, Angel Gomez et Egan Riley. Et bien sûr, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a déjà retrouvé ses pantoufles comme s'il n'était jamais parti. Et Ahmed Traoré de Bournemouth. Clairement, on attend beaucoup des dernières recrues en termes défensifs, parce qu'on sait qu'offensivement, euh,
Greenwood, il va pas faire un match aussi pourri que ce qu'il a fait euh, à Lyon. Donc avec un bon Greenwood, Gouiri qui se retrouve, la possibilité d'Aubameyang et maintenant l'apport d'un Peixao et d'avoir Traoré, d'avoir O'Reilly derrière, ça donne des solutions. Ça donne des solutions. Les doutes, moi que j'ai un peu plus, c'est le milieu de terrain. Est-ce que Vermeuren peut confirmer toutes les belles choses qu'il avait fait quand il était encore plus jeune, parce qu'il a que 20 ans, mais c'est un joueur qui joue depuis qu'il a 17 ans. Est-ce qu'il peut retrouver son niveau? Dans ce cas-là, ça peut être vraiment très intéressant. Euh, est-ce que parce que le duo pour l'instant euh, Højbjerg-Gomez, je trouve que c'est insuffisant. On voit bien la qualité de pied de Gomez. Par contre, le duo, moi je trouve fonctionne pas. Ils se font trop déglinguer défensivement. Il y a trop d'espace. Et je pense que ça, de toute façon, c'est pas possible. Déjà que c'est compliqué en Ligue 1, j'imagine même pas en Ligue des Champions hein, ce duo-là. Donc là, il va falloir trouver quelque chose. Est-ce que ça sera Vermeuren? Est-ce que Kondogbia pourrait être aligné aussi pour renforcer ce milieu de terrain? Alexandre Jacquin lui proposait la possibilité de faire monter Balerdi, parce que maintenant, tu as quand même beaucoup de joueurs défensifs, avec Aguerd et Pavard qui a priori veut jouer en défense centrale. Donc ouais, il y a beaucoup de solutions. La défense est clairement renforcée, ça c'est sûr. L'attaque, tu as beaucoup plus de solutions et tu as gardé tes meilleurs éléments. Il y a un petit doute sur le milieu de terrain avec des joueurs plus jeunes, avec moins de références au haut niveau. À voir si ça va suffire. C'est un petit peu là où on peut se poser des questions. Voilà pour ce gros mercato. J'avais noté quand même, la Provence a fait un petit bilan financier. Voilà, j'avais fait un petit tweet tout à l'heure pour illustrer ça. Donc 90 millions d'euros dépensés cet été, en comptant les options d'achat de Ro, Højbjerg et Mopé qui avaient été faites. Les transferts étaient faits l'année d'avant, mais c'est les options d'achat obligatoires. Il y en a encore cette année. Mais du coup, c'est ça. Il y a encore 40 millions d'euros que l'OM devra verser l'an prochain, justement pour ces options d'achat. Donc Medina, Vermeuren et compagnie. Pas forcément Pavard, puisque je ne pense pas qu'ils ont compté Pavard, parce qu'après c'est pas obligatoire. Et ouais, par contre, l'OM, dans le même temps, a quand même récolté 74 millions d'euros cette année. L'OM a beaucoup plus vendu que les saisons précédentes. Et ça, c'est peut-être un facteur positif qu'on peut souligner. Donc voilà le bilan un peu financier de ce mercato. Pour le bilan sportif, bien sûr, il faudra attendre. On ne peut pas tirer un bilan tout de suite. On peut voir sur le papier à quoi ça ressemble. On a déjà vu certains joueurs. On peut voir certaines limites chez Gomez à ce poste aussi bas. On peut s'interroger sur le niveau de Wea, mais c'est que 3 matchs, donc on peut pas non plus juger un joueur définitivement. On est content de voir un Aubameyang déjà en Cannes. Voilà, ces joueurs-là, on les a vus jouer. Bon premier match du jeune Ahmed Traoré. Tous les autres, Aguerd, tout ça, ça vient d'arriver. On va voir comment tout ça va se goupiller. Ils n'ont plus beaucoup de temps. Il y a trêve international, il y en a beaucoup qui sont partis. Donc le coach, ça va être un petit casse-tête pour le match face à Lorient et surtout pour préparer ce gros déplacement face au Real Madrid. Allez, on va terminer par quel 11 et après je regarderai un petit peu vos thèmes et vos questions. Je l'ai positionné comme ça. C'est pas forcément le 11 que je préfère, mais j'ai pris en compte un petit peu une hiérarchie liée à plusieurs éléments. On va en discuter ensemble. Donc, Roulis, bon, ça au moins, je pense qu'il n'y aura pas de discussion. Je suis parti, donc je reste sur le 4-2-3-1. Si on part sur une défense à 3, vu les éléments aujourd'hui que tu as en défense, c'est tout à fait possible. Mais si on reste sur le système actuel, sur un 4-2-3-1, je pars sur la charnière Pavard-Aguerd, c'est la charnière expérimentée, 29 ans. Pavard, a priori, des retours qu'on a eu, il est venu pour jouer en défense centrale, il veut pas forcément jouer comme latéral. Euh, ça donc ça peut être dans une défense comme ça ou dans une défense à 3. Euh, donc Pavard-Aguerd, c'est l'expérience. Est-ce que ce duo peut marcher? Est-ce qu'il va être aligné? Est-ce que Balerdi va être sacrifié? Parce que c'est un petit peu la question qu'on peut se poser. Gaëtan, tu dis Pavard à droite et Balerdi en défense centrale. Je suis pas sûr que Pavard jouera vraiment dans le couloir. On verra. Hein, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Je mets Medina à gauche parce que je trouve que difficile de se passer de Medina, même si tu as recruté Emerson. Medina peut faire effectivement dans ce système-là le troisième quand à la balle et que Murillo joue beaucoup plus haut.
en soutien de Greenwood. Là, ça devient une défense à 3 quand tu as le ballon et tu repasses à une défense à 4 quand tu n'as plus le ballon. Sur cette compo-là, j'ai sorti Gomez pour mettre Vermeeren, peut-être pour essayer d'avoir un peu plus d'équilibre au milieu de terrain, mais c'est pas du tout assuré que ça soit ça, hein. Ça peut être Kondogbia, ça peut être Gomez, tout est possible, ou ça peut être trois milieux de terrain plus défensifs. Euh, Ensuite, Greenwood à gauche, donc à droite, pardon. Ça, c'est, je pense que personne va discuter là-dessus. Il y a certains qui peuvent discuter avec Murillo Wea aussi côté droit, parce que je pense que Pavard, ça ne sera pas le cas. Mais j'ai mis O'Reilly en 10. Maintenant, il va falloir qu'il prouve qu'il peut assumer ce rôle-là de meneur de jeu à l'OM. Bien sûr, quand il sera rétabli, vu le montant investi, je pense que Paixão peut-être ce côté gauche dynamiteur qu'on attend depuis un moment. Et Jérôme Gouiri en pointe, même si en ce moment c'est plus Oba qui a la confiance. J'espère que Gouiri va retrouver son niveau. Aubameyang est en très bonne forme malgré ses 36 ans. Mais je pense que voilà, Gouiri doit aussi s'imposer, doit nous refaire les prestations des 6 derniers mois. Donc je suis parti là-dessus. Je sais pas du tout un choix définitif, comme je vous le dis. Tu peux très bien mettre Balerdi, tu peux mettre Gomez au milieu. Voilà, il y a beaucoup de changements que tu peux faire. N'hésitez pas à me donner votre vision. Euh, Black Livia, il parle plus d'une défense à 3, comme Rafoninho qui me dit le mieux, c'est clairement un 3-4-3, Wea Emerson en piston et Pavard, Balerdi Medina en centrale. Ouais, alors là, moi, si tu recrutes Aguerd, c'est pas pour le mettre sur le banc, hein, clairement. Donc je suis pas sûr de ça. De toute façon, il y en a un qui va être sacrifié. Donc soit tu mets Balerdi au milieu de terrain en 6, hyper physique, soit il y en a un qui va être sur le banc. Tu peux pas pouvoir mettre. Alors, la seule solution pour mettre les quatre en même temps, c'est de mettre Pavard latéral droit, mais a priori, j'ai compris que Pavard il voulait pas jouer à ce poste-là. Euh, Ça se trouve, Deserbi va le convaincre de jouer latéral droit. Dans ce cas-là, si Pavard joue latéral droit, tu mets Balerdi à droite, Aguerd à gauche et Medina latéral gauche, là tu as les quatre. Par contre, ça te fait une défense un peu à la Didier Deschamps, quoi. Ça te fait une défense très solide parce que tes deux latéraux, c'est plus des profils de centraux et c'est très défensif. Ça peut être un choix hein, en Ligue des Champions face à des grosses équipes. Ça peut être un choix défensif aussi de jouer comme ça. Ok, tu préférais finalement Aguerd à la place de Balerdi. Euh, Mira, tu dis ah oui, tu as enlevé carrément notre capitaine, même s'il n'est pas au top en ce début de saison, que la concurrence fasse revenir à son meilleur niveau. Non, bien sûr. C'est à titre indicatif en fin de mercato. Je dis pas que Balerdi va sortir de toute façon, comme le disait l'équipe, entre les cartons de Medina, les blessures de Haggard et Pavard, quoi qu'il arrive, il y aura du temps de jeu et je pense pas que Balerdi va être sorti d'un coup. Moi, je l'avais dit dès le début du mercato. Vous pouvez revoir ces émissions du mardi si vous voulez. J'appelais de mes voeux le recrutement de Haggard pour l'associer avec Balerdi, parce que je pensais que c'était ce genre de profil qu'il fallait à Balerdi, d'expérience, pour le stabiliser, lui permettre de se concentrer sur ce qu'il sait bien faire, plutôt que de devoir se comporter un peu en patron et de penser à autre chose que le jeu. Donc voilà, Black Livia, tu dis Balerdi capitaine, ça lui met trop la pression. Peut-être qu'effectivement, le capitanat, puis surtout Balerdi, d'être la référence totale en défense, ça lui met beaucoup la pression. Peut-être qu'avec les arrivées d'Aguerd, Medina, Pavard, même Emerson, toute cette expérience-là, ça va aller un peu le détendre. Et une des solutions, on l'a évoqué hier, le raid, tu en reparles, Balerdi en 6, effectivement. Si tu veux mettre de l'impact, Balerdi en 6, c'est aussi un poste auquel il a joué. Il a été plus ou moins formé aussi à ce poste-là en partie. Il a joué à ce poste-là quand il a débuté sa carrière, que ce soit à Boca ou même à Dortmund, sur les peu de matchs qu'il a joué. Mais il a les capacités de jouer à ce poste-là. Il est rugueux, il est techniquement à l'aise, c'est un 6 à l'ancienne. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis pas sûr que Deserbi fera ça, mais on verra. En tout cas, maintenant il a des possibilités. Maintenant, il a suffisamment de matos défensif
pour pouvoir aligner cette défense, par exemple, et mettre Balerdi au milieu avec 2-8 plutôt qu'un 10, ou faire jouer O'Reilly un peu plus bas, enfin peu importe. Mais le fait est que tu peux te permettre ce genre de choses, parce que maintenant tu as du matos défensif. Faire Unissa comme Courbis à Manchester United. Non, mais Balerdi, c'est une idée. Après, moi, je pense que Balerdi peut tout à fait conserver sa place. Voilà, maintenant il y a de la concurrence. Et la concurrence est plutôt solide. Tu peux aussi te retrouver dans une défense à 3 avec Balerdi, Pavard, Aguerd. C'est pas mal, hein. Euh, Maubusson, tu dis, au final, il manque quand même un 6-8. J'imagine bien aller chercher Gustavo Sa de Flamicao lors du mercato d'hiver pour le poste. Ben, le truc qu'il y a, c'est que des 6-8, tu en as maintenant. Est-ce que Vermeuren va être au niveau? C'est les questions qu'on se pose. C'est jeune, ça a montré de belles choses, c'est talentueux, mais est-ce que ça va s'adapter? Est-ce que ça va réussir à être au niveau à l'OM? Pareil pour O'Reilly. O'Reilly, qui fait une très très belle saison avec le Celtic, qui est transféré à Brighton, qui se pète la cheville en arrivant à Brighton, et qui fait une saison correcte, mais qui a d'énormes qualités de passe. C'est un vrai bon passeur, belle vision du jeu, mais qui, a priori, d'après le retour qu'on m'a donné, là, j'ai interrogé un compte spécialisé sur l'équipe de Brighton qui me disait qu'il était quand même un peu fébrile mentalement. Est-ce qu'il va franchir le cap à Marseille? C'est toutes ces questions-là qu'on se pose. C'est jeune au milieu de terrain. Est-ce que Angel Gomez va réussir à être, euh, à être plus performant, peut-être en jouant un peu plus haut sur le terrain? Est-ce que le, le- peut-être la concurrence, elle va peut-être se jouer entre Angel Gomez et O'Reilly à ce poste-là de pseudo-meneur de jeu? Parce que je pense qu'il faut que tu aies un milieu de terrain plus solide. Le duo avec Højbjerg, je trouve qu'il est trop léger. Højbjerg est pas très bon au début de saison, je pense qu'il va se reprendre. Mais c'est pour ça que j'essaye de trouver une solution au milieu de terrain pour avoir un milieu de terrain plus solide, plus combatif. Peut-être que Vermeeren va relever ce challenge. S'il ne le relève pas, Deserbi pourra aussi mettre Kondogbia Højbjerg. Alors c'est pas très beau, mais peut-être que ça sera plus costaud. Il y a, comme dit Rafinha, il y a Bakola qui peut vraiment faire quelque chose dans ce double pivot, qui a malgré son jeune âge beaucoup de capacité physique, un bon sens du placement. C'est peut-être un jeune qui peut vraiment évoluer cette saison. En tout cas, s'il y a des places à prendre, c'est vraiment au milieu de terrain. C'est là où tu t'es, entre guillemets, pour moi, affaibli parce que tu as perdu de l'expérience. Maintenant, il faudra voir comment ça va évoluer. La saison va vraiment débuter maintenant. Il faut tourner la page Rabiot, passer à autre chose, donc ça va être intéressant. Maubuisson, tu dis Medina à la place euh, de Pierre-Emile Aubière. Je sais pas si tu peux faire jouer Medina au milieu de terrain quand même. On parlait de Balerdi plutôt, mais oui, c'est comme Balerdi, hein. Là, je l'ai pas mis Balerdi, mais on va pas condamner Balerdi euh, ni Højbjerg malgré leur début de saison raté. Ils sont pas dedans. On va pas condamner Greenwood après son match catastrophique face à Lyon. On espère que tout le monde va se remettre la tête à l'endroit. Il y en a beaucoup qui sont en équipe nationale, hein. Rouli, Balerdi sont partis avec l'Argentine, Aguerd était avec le Maroc, Pavard est avec l'équipe de France, Medina lui se soigne, euh, Højbjerg est avec le Danemark, j'imagine, je suis pas sûr de ça. O'Reilly, il n'est pas encore international danois, mais voilà, ces joueurs-là, ils vont s'aérer, ils vont revenir, c'est un nouvel effectif avec beaucoup de nouveaux. J'espère qu'il va y avoir une autre dynamique. C'est Ryan qui me fait rire. Ne- on va pas condamner Greenwood. Même la justice anglaise n'a pas réussi. Bah, la justice anglaise, c'est pas qu'elle n'a pas réussi, c'est que les plaintes ont été retirées, donc elle pouvait pas le faire. Euh, Salut la team, moi perso, je basculerai Balerdi à la place de Murillo à droite. Ah, Balerdi latéral droit, ouais, je suis pas sûr, moi je tenterai pas ce genre de truc. Franchement, je suis pas fan du tout, mais quitte à devoir mettre un des centraux à droite, autant mettre Pavard. Il a été champion du monde à ce poste-là. Je suis pas du tout fan hein, de Pavard latéral droit, hein. Mais si tu dois en déplacer un à ce poste-là, c'est lui, quoi. Ou t'as le jeune Egan Riley, même s'il sera suspendu pour le prochain match. Mais bon, t'as Murillo, t'as Wea, t'as Pavard, t'as déjà trois solutions, je pense que c'est largement suffisant. Euh,
Zé, tu dis O'Reilly et Højbjerg sont en sélection. Ah, O'Reilly aussi, il a été convoqué? Ah, j'ai pas vu. Sélection du Danemark. Autant pour moi, hein, si c'est vrai. Ah, je vais pas la trouver comme ça en 2 secondes. Si vous avez un lien, parce que je vais perdre trop de temps à chercher ça. Euh, Bouya est convoqué avec les USA. Ouais, possible. Il est souvent. Blondin, tu dis le recrutement défensif n'est pas orienté pour la mise en place d'un 3-5-2. Ben, on peut se poser la question, je suis d'accord avec toi. D'autant que ça soit Murillo, Wea euh, et Emerson, même Garcia, pour jouer les pistons, ça va très bien. Medina, non, par contre. Medina, là, du coup, il s'inscrit vraiment dans la défense centrale. Si tu pars sur cette idée du 3-5-2, qui est intéressant, hein, là, effectivement, tu peux avoir une défense à 3 de base, Pavard Aguerd avec Balerdi ou Pavard Aguerd Medina, plus Egan Riley en backup. Donc tu as 5 joueurs pour 3 postes, ça va. Et tu as déjà tes deux de chaque côté postes doublés. Peixao, je suis pas sûr que tu puisses le faire jouer quand même vraiment dans le couloir comme ça aussi bas. Peixao, c'est vraiment un mec qui provoque énormément. C'est vraiment un allié. Donc, si tu fais ça, après milieu de terrain, tu peux garder le duo que j'ai mis ou mettre qui tu veux. Et donc, tu es à 5-7, il t'en reste 3. Est-ce que tu fais un 2-1 avec, en resserrant Greenwood et Peixao un peu dans l'axe ou est-ce que tu gardes un O'Reilly en 10 avec un duo d'attaque et Greenwood Gouiri? C'est une question qu'on peut se poser. Par contre, c'est vrai que autant par rapport aux défenseurs que tu as pris, le nombre que tu as, le profil de tes latéraux, je mets pas Medina qui peut jouer latéral dans ce profil-là, tu peux te dire que la défense, ça peut. Mais je trouve que le recrutement par contre de Paixão, ça va pas dans ce sens-là. Paixão, c'est vraiment un ailier. C'est comme la saison dernière, tu es passé à 3 derrière, ça a condamné un peu le poste de Raw qui jouait plus beaucoup et Luis Enrique s'est retrouvé piston droit. Donc c'est un peu le questionnement qu'on peut avoir sur ce passage à 3. Ça peut pénaliser Paixão. Bon, on, on verra, hein, on verra comment ça évolue. Les Herbie nous en dira un peu plus. Alors, Zé, tu m'as filé du 25 août. C'était la, la sélection pardon, du Danemark du 25 août, je vais y arriver. Il y a effectivement Matt O'Reilly et notre ami Pierre-Emile Aubière, donc les deux sont convoqués, ils pourront discuter en équipe nationale. D'ailleurs, on peut noter qu'il y a aussi Biret de Monaco ou par exemple Joachim Maélé. Vous vous souvenez, encore un joueur que les clubs belges nous ont carotté un peu sur la fin en augmentant les prix. Merci pour ce petit, cette petite précision. Comme ça, au moins, on est carré. Euh, c'est parfait, ça. Merci, Zé. Blondin, tu dis 5 défenseurs centraux au final. Ouais, c'est ça. 5 défenseurs centraux au final. Sachant pardon, que sur les 5 t'en as 3 qui peuvent jouer latéral dépanné à ce poste-là. Medina peut jouer latéral gauche, faux latéral gauche qui redevient un défenseur central quant à la balle. Et Pavard et Egan Riley peuvent dépanner côté droit. Donc voilà, sur les 5 t'en as 3 qui peuvent évoluer dans le couloir. El Carcinero, tu me dis, au vu du dernier match, jouer à 2 au centre, c'est pas vraiment idéal. C'est vrai. Mais alors, est-ce que c'est parce que tu joues à 2 ou est-ce que c'est parce que le profil d'Angel Gomez n'est pas adapté à ce double pivot? Surtout quand là maintenant tu vas avoir un 10 plus offensif, parce que Rabiot, avant qu'il ait ces problèmes-là, avait un profil multitâche qui pouvait venir défendre. Là, tu t'exposes beaucoup. Est-ce que en ayant un double pivot avec des joueurs entre guillemets avec des vocations plus défensives, c'est plus équilibrant? On peut se poser la question. Moi, je pense que c'est pas forcément l'histoire de deux joueurs. C'est peut-être l'histoire de deux joueurs dont un est un peu léger pour les tâches défensives. Hum,
Black Livia, tu me dis Murillo Medina pourrait donner plus de liberté offensive à Greenwood Peshao. Oui, oui, oui. Bah, avec cette compo-là, oui. Salut Nico et salut à tous, salut à Talos. Bienvenue. Oui, c'est pour ça, Ami du foot, tu imaginez 35 millions pour le faire jouer, oui. Pour moi, Peshao va jouer. Et c'est pour ça, je pense pas. Je pense qu'il va peut-être essayer de continuer dans ce système-là. Il y aura forcément des perdants. Donc, est-ce que ça sera comme je l'ai mis là? C'est pas du tout indicatif. C'est pour voir aussi les recrues un peu phares de ce mercato. Euh, en l'occurrence, Pavard, Aguerd, Medina, Vermeeren, O'Reilly, Peshao. Voilà, j'ai mis les recrues un peu phares. Euh, mais tu peux très bien avoir Balerdi, tu peux très bien avoir Gomez, il y a beaucoup de changements possibles. Højbjerg, référé, tu dis du coup Højbjerg capitaine. Bah, c'est une bonne question. Si Balerdi sort, et moi je pense que c'est pas encore fait, Højbjerg a tout à fait le profil pour être capitaine. Rouli peut être capitaine. Aubameyang peut être capitaine. Il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Un Pavard, un Aguerd aussi auront sûrement les épaules pour prendre ce capitanat. Peut-être plus Aguerd d'ailleurs. On verra. Mais t'as ramené de l'expérience quand même là derrière. Euh, le, le phénoméno, tu dis, avec l'équipe qu'on a, j'aurais bien aimé voir un 4-4-2 avec Guiri au bas. Devant, ça t'enlève le dilemme du numéro 10. Ouais. Dans ce cas-là, tu sors O'Reilly de cette équipe et tu mets au bas avec Aubameyang. Et tu as une équipe à peu près équilibrée aussi. Ça peut être aussi une solution sur des matchs, par exemple, où tu es mené au score et tu veux essayer de revenir dans la partie. Ça peut être aussi une solution de sortir ton meneur de jeu, de mettre un deuxième attaquant, d'avoir un jeu un peu plus direct. Ça dépend comment joue ton adversaire aussi. Ça peut aussi avoir des limites. Ça va être intéressant de voir parce que là tu as quand même un meneur créatif O'Reilly. Je trouve que c'est un joueur. J'ai envie de voir ce que ça donne. Le profil en tout cas m'intéresse. Talos, toi tu me dis, moi j'aimerais passer en 5-2-3 comme à l'époque, Balerdi en libéraux, deux vrais ailiers. L'effectif est plus propre pour cette formation. Le 4-2-3-1, j'aime pas trop. Et le truc qu'il y a, c'est que si tu fais un 5-2-3, euh, la première question moi, que je me pose, c'est pour ça que là j'ai mis Vermeuren, mais qui tu mets avec Højbjerg en milieu de terrain? Euh, et du coup, si tu joues à 5 derrière, tu mets des ailiers quand même, donc avec des redoublements. Ouais, ça veut dire que tes latéraux qui jouent les pistons, ils peuvent aussi beaucoup s'engouffrer, soit au centre, comme l'a fait un peu Deserbi en préparation. Ça peut être une solution. Moi, là, le seul doute que j'ai, de toute façon, là, c'est ce milieu de terrain. Quel milieu de terrain? Højbjerg, je pense qu'il va retrouver son niveau, mais avec qui tu veux le mettre? J'ai trouvé des choses très intéressantes chez Angel Gomez, mais aussi des défauts, surtout défensifs. Le jeu sans ballon, quand tu as perdu la balle, quand il doit revenir vers son camp, je l'ai trouvé vraiment en difficulté. Je l'ai trouvé beaucoup plus intéressant dans les contrôles, même si c'est un joueur qui fluidifie beaucoup le jeu. Des fois, il fait un peu des passes pour rien et pas assez vers l'avant, mais il a quand même cette qualité technique qui est intéressante. Même le déplacement sans ballon peut être intéressant, mais ce côté défensif, je le trouve trop léger pour jouer dans un double pivot. Pour l'instant, en tout cas. Le raid, tu dis, tu trouves pas qu'on est léger sur les ailes en n'ayant que Traoré en vraie concurrence? Je sais qu'on peut dépanner avec Vass et Wea, mais bof quand même. C'est sûr que si je comprends le sous-entendu de cette question, c'est sûr que si tu avais un Zegrova en doublure de Greenwood, tu serais un peu plus rassuré. Maintenant, je pense que Traoré, c'est quand même un candidat intéressant en poste de doublure. Il peut doubler plusieurs postes offensifs. Et Wea, tu l'as dit toi-même. Wea, c'est un mec formé en attaque qui a joué ailier, qui maintenant a été reconverti en piston, et là qui serait une doublure au poste de latéral. Ça fait déjà 4 postes différents. Est-ce qu'il est vraiment bon à un de ces postes? Je sais pas. Est-ce que c'est pas un joueur moyen partout? C'est un peu la vision que j'ai pour l'instant. Maintenant, je demande qu'à me tromper et que Wea me fasse mentir. Sur les premiers matchs, je le trouve moyen. Maintenant, il peut aussi progresser, trouver son poste à un moment donné. Et ça, c'est quand même une solution offensive. Et tu le dis, le petit Vass, je suis désolé, mais pas forcément en Ligue des Champions, mais en Ligue 1, Vass, vu l'envie qu'il a, la confiance qu'il peut emmagasiner, ça peut être aussi une très bonne surprise cette saison de l'avoir en super sub pour les fins de match pendant un quart d'heure. Un jeune comme ça qui va mettre un peu de folie, c'est aussi une solution intéressante.
Echo, tu me dis, franchement, je prends plus de plaisir devant un match de l'OM car toujours pas d'ambition. Quand j'entends le discours du fameux Benatia, oui, on va gagner, on va pas gagner avec des champions. Bon, tu veux qu'il sorte de l'OM. Je remets mon message, tant pis pour le ban, mais je suis très en colère. Désolé, Nico. Dimeco le redit, a raison. Pour faire du fric et pas progresser l'OM. Bon, euh, Benatia a dit effectivement l'important c'est de se requalifier pour la Ligue des Champions. Je pense que c'est un peu un discours malheureux. Je pense qu'il faut quand même se fixer des objectifs et je pense que clairement l'OM doit avoir pour objectif d'être dans les 24 et c'est atteignable. Bon, faut pas, attention, il va falloir que l'équipe elle se mette vite à la tête à l'endroit si tu veux atteindre cet objectif. Mais ça, c'est un premier objectif. Sortir des poules, s'offrir un huitième, pourquoi pas un quart, ça serait exceptionnel. Mais déjà sortir des poules. Moi, je pense que ça, l'objectif de cette saison, si je dois en fixer, c'est sortir des poules, donc finir dans les 24 en Ligue des Champions, être sur le podium à la fin de la saison en Ligue 1 et essayer de gagner la Coupe de France. Là, tu as un objectif ambitieux. Maintenant, pour essayer de remplir ces objectifs, il faut tout de suite se remettre la tête à l'endroit parce que l'équipe elle est à l'envers. Franchement, les trois matchs sont pas bons. Les trois matchs sont pas bons. À Rennes, tu te retrouves en supérieur numérique, tu n'arrives pas à développer le jeu comme il faut. Ok, il y a deux poteaux, mais dans le jeu, c'était pas suffisant. Tu te fais voler, enfin, tu te fais voler, tu te fais prendre, parce que c'est pas voler. Tu te fais prendre en fin de match à Rennes. C'est le foot, c'est comme ça. C'est pas grave, mais tu payes un peu aussi ton manque de fluidité dans le jeu. Tu le payes. Après, il y a tout ce qui se passe avec l'histoire Rabiot. Tu sens que ça a quand même déstabilisé plusieurs joueurs. Je pense que ça a un impact quand même sur les Balerdi, sur les Højbjerg et compagnie. Face à Paris, tu débutes bien, tu mènes 2-0, mais à 2-1 déjà, t'es pas bien. Et à 2-2, t'es encore moins bien. Finalement, en fin de match, Paris s'écroule et les remplaçants, les Nadir et les jeunes te mettent suffisamment le feu pour retourner ce match-là. Paris, ça reste une équipe, c'est un promu qui est en reconstruction, parce ils arrivent en Ligue 1, ils recrutent des joueurs, c'est pas encore un énorme niveau, et tu as souffert face à cette équipe-là. Et là, face à Lyon, qui est un Lyon moyen, qui est un Lyon moyen et sans moyens, mis à part Fofana qui est largement au-dessus du lot, et Tolisso, les autres, la plupart, c'est des joueurs moyens. C'est pas des mauvais joueurs. Lyon, c'est pas une mauvaise équipe. Je vois pas Lyon descendre en seconde division sportivement. Mais sur le terrain, c'était pas fou, quoi. Il y avait de l'envie, il y avait une cohérence tactique. Ok, mais c'était pas dingue. Tu dois battre ce Lyon-là. De ne pas battre ce Lyon-là, ça montre que tu n'es pas en forme. Et je pense que l'affaire Rabiot a quand même joué. Cette fin de mercato avait quand même encore beaucoup de mouvements, je le rappelle. 12 arrivées, je crois, je sais plus combien, c'est 19 départs, 18 départs si on compte les jeunes, Lafont, etc., Simon, mais ça fait beaucoup. Où est-ce que je l'ai mis? Voilà. 19 départs. 19 départs, j'ai fait la liste tout à l'heure. Mbemba, Gigot, Meite, Cornelius, Rabiot, Montbagna, Unai, Ro, Dedic, Benasser, Lafont, Koné, Rongier, Merlin, Koum, pardon, Felipe, Lopez, Simon et Luis Enrique. Ça fait beaucoup. Donc effectivement, tu as un effectif toutes les cartes sont rabattues. Il faut tourner cette page Rabiot, repartir de zéro. Par contre, il va vite falloir trouver un collectif, que les joueurs comprennent ce que veut Deserbi. Et là, j'ai fait une compo qui ne sera sûrement pas celle qu'on verra face à Lorient. Mais ou peut-être, non, Peshao, a priori, il sera pas encore tout à fait apte. Peut-être qu'il sera sur le banc. Mais le fait est que ces joueurs-là, ils se connaissent pas. Pavard et Aguerd, ils n'ont pas joué un seul match avec l'OM, tout comme Vermeuren, tout comme Paixão, tout comme O'Reilly. T'as déjà 5 joueurs qui n'ont jamais joué un match avec l'OM. Medina fait la prépa, ok, mais il n'est pas encore apte. Ça prend un peu de temps quand même. Ça prend pas forcément 3 mois, mais ça prend un peu plus qu'une semaine. Donc c'est un petit peu ça qui fait que on a un peu des doutes parce qu'on se dit maintenant il faut tourner la page, il faut avancer, il faut que la mayonnaise prenne et le temps est hyper limité parce que tu as la trêve internationale, tu vas jouer Lorient au Vélodrome et boum, tu vas à Madrid. Et après tu enchaînes avec Paris et Strasbourg. Donc tu vas avoir 3 matchs très compliqués après Lorient. Il va falloir que ça aille vite. Deserbi n'a plus d'excuses, tu me dis, Deik, mais il a un bel effectif, je suis d'accord avec toi. Moi je trouve que globalement, même si tu as perdu Rabiot et Rongier et que tu t'es affaibli au milieu de terrain, ton effectif il est meilleur que la saison dernière. Par contre, je lui laisse un peu de temps à Deserbi parce que là il se retrouve avec un effectif qui est changé fin août, donc ça c'est quand même un peu compliqué. Il faut lui laisser un peu le temps que tout ça se mette en place. Euh,
Rafounino, tu dis pour les matchs légers, faudrait essayer le double pivot Gomez-Vermeuren. Bah, de toute façon, on va voir Vermeuren ce que ça donne. Moi, je suis curieux, hein. J'avoue que là, autant Pavard, Aguerd, deux joueurs que je connais bien, et je suis content de voir débarquer à l'OM. Et moi, encore plus Aguerd, parce que c'est vraiment un joueur que je voulais à l'OM. Il me tarde de les voir jouer. Mais ma curiosité, ça va être sur O'Reilly. Ça, c'est la curiosité numéro un sur les dernières recrues, hein. Et après, Vermeuren aussi, curiosité, qu'est-ce que ce jeune joueur va donner? Il a que 20 ans, etc. Et bien sûr, Paixão aussi. Paixão, c'est un joueur offensif qui doit mettre un peu le feu au Vélodrome. Gros investissement, on attend avec impatience Paixão quand même. Smog, tu me dis, comme l'impression que Roberto De Zerbi est buté sur son schéma et s'adapte peu en fonction du match et de son déroulement, malheureusement. C'est vrai qu'on peut ressentir ça sur ce début de saison. Après, c'est toujours pareil, tu avais des sensations lors des matchs de préparation, parce que tu peux pas tirer des conclusions des résultats ou quoi que ce soit, parce que les niveaux sont très disparates. Tu avais des sensations plutôt positives, surtout avec le dernier match au Vélodrome, etc. Euh, je me demande si l'absence de Medina a pas eu pas mal de conséquences, qu'il avait amené un certain équilibre derrière. Ça a peut-être pas mal joué. Puis bon, bien sûr, l'affaire Rabiot a quand même joué. Le vestiaire ne sort pas indemne de cette histoire. C'est pour ça que je répète déjà depuis peut-être dixième fois que je le dis depuis le début de cette émission. Il faut vraiment tourner cette page Rabiot. Il faut avancer. Talos, toi, tu dis mon 5-2-3 peut passer en 3-4-3 en attaque. Oui, oui, bien sûr, avec les ailiers qui passent au milieu. Euh, oui, oui, je comprends bien sûr, Talos. Le phénomène, tu me dis, faudrait voir ce que ça donne. C'est pas des joueurs qui vont débuter titulaires. Il faudrait un temps d'adaptation aux nouveaux joueurs qui connaissent les Ligue 1. Oui, oui, complètement. Complètement. Après, un mec comme Aguerd, il connaît la Ligue 1, hein. Il a joué à Dijon, il a joué à Metz, pardon, à Rennes. Donc, c'est un joueur qui n'arrive pas en terrain inconnu. En terre inconnue. Pour les... Ouais, ça, je l'ai déjà lu. Je vais descendre un petit peu. Quelle heure il est là? 15h16. Je prends encore, je reste encore, allez, encore un petit peu plus aujourd'hui. Euh, mais Ryan, pas Metz. Tu sais qu'au moment où ma langue a fourché, j'étais sûr que tu allais faire un commentaire. West Ham, c'est lourd aussi. Ça reste la première ligue complètement. Et tu prends deux joueurs de West Ham, hein, avec Emerson et Aguerd, deux joueurs qui se connaissent aussi du coup. Donc, à voir ce que ça va donner. C'est vrai que Emerson, on n'en attend pas grand-chose, mais ça peut être aussi une bonne surprise. C'est ce que je dis là un peu en rigolant. C'est un peu un Murillo, mais avec des références au haut niveau. Donc, à voir. Il y a la coupure internationale, oui. Donc là, il n'y a pas de match ce week-end. Il va y avoir des matchs des équipes nationales. Moi, perso, l'équipe de France, ça m'intéresse pas trop tant qu'il y a des champs. Euh, le phénomène, tu me dis, Pavard et Aguerd pourraient débuter rapidement titulaires, mais Vermeuren et O'Reilly, c'est pas le même calibre, ni la même expérience. Il leur faudra un peu plus de temps pour s'adapter. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que encore des doutes sur ce milieu de terrain. Je remets pas en cause le niveau de Vermeuren et O'Reilly, qui sont semble-t-il des joueurs de talent. Maintenant, c'est des jeunes qui n'ont pas, qui ont pas de référence au haut niveau. Même si O'Reilly a fait une saison incroyable avec le Celtic en Écosse, et que Vermeuren avait fait des saisons incroyables, je ne sais plus où il était, à Genk ou je ne sais plus quel club en Belgique. C'est pas du mépris pour le championnat belge et le championnat écossais, mais voilà, c'est pas la même référence qu'un Pavard qui est champion du monde, qui a joué au Bayern, qui a joué à l'Inter Milan. C'est pas la même chose qu'un Aguerd qui est titulaire indiscutable et cadre indiscutable de l'équipe du Maroc, qui est une des meilleures équipes en Afrique, voire une très bonne équipe au niveau mondial, et qui jouait en première ligue. C'est pas les mêmes références. Même un Emerson Palmieri, qui n'est pas un joueur sensationnel, mais c'est un international italien qui a gagné des titres avec Chelsea et qui joue en première ligue. C'est pas les mêmes références. Tu as plus de certitude, entre guillemets. Ça veut pas dire que forcément ces joueurs-là vont réussir et que les jeunes ne vont pas réussir, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais normalement, de base, ces joueurs-là avec expérience ont une faculté à supporter la pression et éventuellement des mauvais moments supérieurs à des jeunes qui peuvent aussi arriver à Marseille et que ça prenne plus de temps. Donc à voir, à voir pour la suite. Euh, Ryan, tu dis mardi l'équipe de France. Mais c'est gentil d'informer nos viewers, Ryan. Euh,
Toga, tu me dis, avec les trois compétitions, les cartons, les blessures, on va rarement jouer avec seulement 4 défenseurs. Deserbi ne va pas changer son 4-2-3. Moi, je pense en tout cas, on va commencer là-dessus. Shemsi, tu me dis, on n'a pas remplacé Rabiot, grosse erreur, on n'a pas de milieu défensif. Bah, Vermeuren, c'est quand même un milieu défensif. Euh, tu as pas remplacé Rabiot en termes de standing, ça je suis d'accord. Mais avec Vermeuren et O'Reilly, tu as un milieu défensif relayeur et un meneur de jeu. Numériquement, oui. En termes de standing et d'expérience de haut niveau, non. Ça, c'est sûr qu'au milieu de terrain, tu as perdu. Et même si certains estiment que Rongier, ça, c'était un joueur moyen, Rongier, expérience Ligue 1, tu l'as plus non plus. Et Benasser, même si ça a été moyen son passage à l'OM, tu l'as plus non plus. Et ça aussi, expérience du haut niveau. Trois joueurs avec de l'expérience d'un certain haut niveau, même si Rongier peut-être n'a pas le niveau international des deux autres. Mais le fait est que tu as perdu ce standing-là au milieu de terrain, alors que tu as gagné ce standing-là en défense que tu n'avais pas et que tu as renforcé ton attaque avec Aubameyang de l'expérience, avec Traoré et Peshao quand même des joueurs de talent. Je trouve que clairement c'est le milieu de terrain qui sort perdant de ce mercato alors que les deux autres secteurs de jeu sortent gagnants. Non, mais j'allumerai pas la télé de base, Ryan, hein. Ça m'arrive rarement d'allumer la télé. Bon, sauf si je veux vraiment regarder une série ou un match. Tu sais, depuis, je fais mon boomer là 2 secondes. C'est vrai que je commence à regarder des émissions sur YouTube, sur la télé, chose que je ne faisais pas. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est quand même plus agréable que sur un petit écran de téléphone. Donc voilà, moi je regarde des émissions de Blast, notamment des choses un peu comme ça. Et sur la télé, c'est vrai que c'est très bien. Euh, OM, tu me dis Ziyech en joker joueur libre. Bon, oh, je sais pas si tu vas aller chercher Ziyech. Est-ce qu'il s'est pas un petit peu perdu, notre ami Ziyech est-ce qu'il a vraiment le niveau d'avant? J'ai l'impression qu'il s'est quand même un petit peu perdu, non? N'Golo Kanté, mais N'Golo Kanté, il a retrouvé un club, non? Ou je sais pas. J'ai plus suivi l'affaire. Il y avait trop d'infos dans ce mercato. Euh, le phénomène, tu me dis, Nico, il attend que Dédé démissionne pour regarder l'équipe de France. Bah ouais, franchement, je te le dis franchement. Bah si, je regarde l'équipe de France pendant la compète. La Coupe du Monde 2026, je regarde quand même. Mais hors compétition comme ça, l'équipe de France de Didier Deschamps, non, je boycotte. Ok, merci Ryan. Euh, on garde Rabiot, c'est pas la même conclusion au milieu. Ah bah c'est sûr, tu me mets la même équipe avec Rabiot au milieu de terrain, bah là t'as une équipe solide, hein. Le fait de perdre Rabiot, ça te met une incertitude au milieu de terrain, c'est évident. Lauriat, tu dis l'entourage toxique de Kanté ne veut pas d'un retour en Europe. Ok. Euh, Rafonio, tu me dis tous les joueurs. Ah oui, tu réponds. C'est toi qui. Non. Tous les joueurs de l'Ajax Prime se sont perdus. Oh, de Jong, peut-être un peu moins que les autres. Même si c'est un peu inégal au Barça, c'est une équipe quand même que je regarde assez souvent le Barça. De Jong, ça reste quand même du très bon niveau. Après, je suis d'accord avec toi. De Ligt, bon, c'est sûr qu'il a pas il fait pas la carrière qu'on attendait. Ziyech, voilà, tu dis ça par rapport à Ziyech, toi. Et Ziyech, clairement, c'est aussi une déception. T'as aussi, comment il s'appelle, celui qui était parti, Van de Beek, qui était parti à United. Ça, c'est des joueurs qu'on pensait devenir incroyables et qui n'ont pas réussi à passer le cap. Il n'y a que De Jong. Moi, je trouve que De Jong a quand même un sacré niveau encore. Regarde le Portugal de Cristiano, me dit Black hier. Bah écoute, si Cristiano ne joue pas, pourquoi pas? Non, j'ai rien contre Cristiano, mais les fois où j'ai vu le Portugal ces derniers temps, je trouve qu'il ralentit le jeu, Cristiano, alors qu'ils ont quand même des sacrés joueurs, les Portugais, qui devraient devenir coach en fait du Portugal. Il va être coach adjoint, Cristiano. Le phénomène, tu me dis, Nico, tu penses qu'ils vont recruter un nouveau joueur dans les prochains jours ou que le mercato est fini pour l'OM? Moi, je pense que c'est fini. Ça serait vraiment une surprise qu'il y ait encore une recrue, parce que comme on le disait, en doublure de Greenwood, t'as Wea, puis t'as des jeunes, etc. Donc non, je pense pas qu'ils recruteront davantage. Ils ont quand même fait des investissements. Il y a des gros salaires, même si par exemple euh, Pavard, qui a un énorme salaire, l'Inter paye une partie du salaire, mais il y a une grosse prime si l'OM se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. C'était les infos de l'équipe. Et comme je le rappelle, c'est option d'achat non obligatoire, hein, pour Pavard, donc pas sûr qu'il soit encore là la saison prochaine selon comment ça se passe.
Départ surprise de Lirola, oui, ça c'est possible, hein. C'est une info ou c'est une volonté? Ou c'est un vœu de ta part? Mais oui, encore des mercatos qui ne sont pas fermés dans certains pays, donc je crois la Turquie notamment. Il peut y avoir encore quelques départs de joueurs comme ça. On avait fait tout à l'heure une petite liste. Ah, c'est une prière, oui. On avait fait tout à l'heure une petite liste. Lirola, effectivement, on imagine mal le voir jouer. C'était déjà pénible de le voir jouer face à Lyon. Garcia, je pense, gardera une petite place, même s'il aura un temps de jeu réduit. Mais Mopé, Lirola, même Harit, on peut s'interroger sur ça. Puis Blanco, vous l'oubliez pas mal, mais Blanco, avec son salaire incroyable, n'a pas trouvé preneur finalement. Donc ça, c'est des joueurs qui servent pas à grand chose et qui coûtent de l'argent. Bon, on s'en fout, hein, c'est pas notre argent, mais en termes d'équilibre financier, ça compte. Euh, Tagliafico, pourquoi tu parles de Tagliafico, Ryan? Lirola était bon pendant le Covid, à huis clos, c'était cafou. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est uniquement ça? Est-ce qu'il est peut-être qu'il y a eu cet effet Covid qui fait que tout était fermé, les bars en particulier, les boîtes de nuit, mais est-ce qu'il n'a pas aussi un effet de perdition, Lirola? Est-ce qu'il s'est pas un peu perdu? On peut se poser la question, quoi. OM, tu me dis, Harit, à la fin du mercato, il fait comme dans le film Usual Suspect, Kajer Sosé qui se met à marcher normalement et est plus blessé. J'ai vu cette petite vidéo qui est passée sur, sur X, je pense que tu l'as vu forcément, c'est pour ça que tu m'envoies ça. J'avoue que j'ai rigolé, ça m'a fait rire. Je l'ai envoyé à Ben d'ailleurs. Euh, Salut Fred, bienvenue. Ouais, tu viens d'arriver, ben, je suis désolé, je vais bientôt partir. Le Phéno, tu me dis à quand le prochain live? Ben, je ferai un prochain live vendredi à 13h comme d'habitude, avec un horaire tradi. Là, j'ai un peu dû avancer là, parce que normalement je fais 15h30, 16h et quelques, mais là j'ai ma fille qui a fait sa rentrée scolaire en sixième aujourd'hui et pas hier, puisqu'il pleut et quand il pleut on peut plus faire sa rentrée. Donc du coup, ouais, je suis obligé de partir un peu plus tôt. Vermeuren, je crois pas qu'il soit avec la sélection belge, hein, mais je suis pas sûr, hein, je me méfie. Envoyez-moi le lien, comme ça je pourrai le vérifier précisément. Et oui, la ref. Euh, Lirola à Lyon, 5 minutes après son entrée, qui tirait la langue du genre waouh, c'est dur au football. Ouais, mais il est sur le but, il est pas innocent. Il est à 4 mètres de Tagliafico, justement. C'est peut-être la référence de Ryan tout à l'heure. Euh, Est-ce que Longoria va faire une conférence de presse? Écoute, j'ai pas d'infos là-dessus. Il a l'habitude de faire des conférences de presse bilan de fin de saison. Je ne sais pas s'il fera une conférence de fin de mercato. Ça lui est déjà arrivé. C'est possible, mais c'est pas. On n'a pas eu de retour. Ryan, je pense pas que t'en aies eu toi non plus. Donc, je sais pas. Je pense pas. De toute façon, là, il y a trêve. Je pense qu'il faut qu'il se calme parce que j'ai trouvé un OM vite très énervé quand même. Je pense que tout le monde doit se détendre, y compris le coach. Il faut se détendre, il faut se remettre la tête à l'endroit. Tu as fait une mercato intéressante en termes de recrues défensives. Tu as des joueurs qui vont revenir de blessures. Maintenant, il faut passer à autre chose. Donc voilà. Ils vont se reposer là un peu, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi, Ryan. Il faut se reposer, il faut se calmer, il faut se détendre. Maintenant, il y a une trêve internationale. Bon, franchement, moi, clairement, ça m'ennuie. J'aurais bien aimé enchaîner avec du foot, mais du foot OM, foot club. J'aurais bien voulu enchaîner avec du foot club après cette fin de mercato qui a été particulièrement éprouvante. Beaucoup trop d'infos et de fatigue, surtout là avec les réseaux sociaux, ça devient ultra fatigant. Mais voilà, il y a l'Euro de basket, c'est vrai. J'ai vu un peu l'équipe de France, c'était pas GG, hein. Allez, je vais m'arrêter là. On a fait un petit peu le tour, on a fait ce petit bilan mercato. On se retrouvera donc jeudi, a priori pas d'émission, sauf énorme news, mais bon, dans l'entrée internationale il se passe pas grand chose. Mais je referai une petite vidéo vendredi, un petit live. Je sais pas dans quel cadre, parce que en termes d'actu ça devrait être un peu mort, mais je trouverai bien quelque chose à faire. On fera peut-être un genre de débat fac comme on fait le mardi. On verra ça. Voilà, donc rendez-vous ce vendredi, puis après, je sais pas si on fera une émission lundi encore, on verra ça avec Ben, et on se retrouvera de toute façon pour les gros matchs, pas Lorient, mais Madrid, Paris, tout ça, ça sera au Black Angus avec Ryan aussi bien sûr. Au Black Angus, n'hésitez pas à essayer de regarder où c'est pour venir assister à un match avec nous. On essaie d'avoir des invités sympas, on a eu Mamadou Niang pour la première, il y avait Alessandrini
pour le match face à Lyon. Donc n'hésitez pas à venir le voir avec nous. Et puis il y a la diffusion dans le bar, puisqu'on le tourne là-bas, dans le bar resto, de notre émission, de notre débrief. Voilà, ben merci à toutes et à tous d'avoir assisté à ce petit live. Merci à Ryan d'avoir fait un petit tour. Et on se retrouve très bientôt. Passez une bonne semaine, une bonne trêve. Remettez-vous de ce mercato. Ça a été dur, il y a eu des erreurs, mais on a suffisamment de matos pour faire quelque chose d'intéressant. Allez, salut!